Aujourd'hui, un sujet important pour les artistes et les interprètes. On va parler des droits voisins. On ne va pas parler de votre voisin, mais des droits voisins qui sont voisins à quoi? Aux droits d'auteur. Donc, on va essayer d'élucider tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On est ici avec Christian Martin, qui est le président de Playwright. Si vous êtes français, eh bien, c'est la même chose, mais chez vous, ce sera la Spedidam ou l'Adami, qui fait exactement le même rôle que Playwright. On va parler de tout ça, les droits voisins. Comment est-ce qu'on va fonctionner avec une société de gestion des droits voisins? Et on va élucider ça dans ce nouvel épisode de C'est nos studios, révèle la musique en toi. Générique. Ok, bienvenue dans cet épisode. Nous sommes encore dans les bureaux de Team for Action puisque Christian Martin est le frère de Claude Martin. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube où on parle d'édition et du rôle de T4A dans le paysage musical. Et aujourd'hui, on va parler donc de Christian, tu es président donc de Playwright et quel est finalement le rôle de Playwright dans le paysage musical en Belgique en l'occurrence? Je répète encore une fois pour les Français, c'est valable pour vous aussi, c'est juste que c'est l'Adami, la Spedidam, mais c'est vraiment la même chose quoi. D'abord bonjour. Je sais que je vais très très vite, mais oui, sur YouTube il faut pour que les gens ne scrollent pas. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec le terme de droit voisin, donc voilà ce que je trouve sur le site de Playwright. Donc le droit voisin naît lorsqu'un artiste, musicien, acteur, danseur, artiste de cirque ou de variété, collabore à l'exécution d'une œuvre, si l'enregistrement de cette exécution, qui est donc une prestation artistique, est diffusée, retransmise ou copiée, cet artiste a droit à une rémunération. Donc par exemple, le batteur qui n'a jamais composé une note de sa vie, mais qui joue dans plein de groupes, eh bien, sur chacun des enregistrements, chaque prestation qui aurait été filmée ou quoi que ce soit, il a droit à une rémunération. Absolument, oui. En fait, on dit droit voisin parce que c'est les droits qui sont voisins du droit d'auteur. Du droit d'auteur, voilà. Mais en même temps, c'est pas la même chose. Et ça ne concerne pas les mêmes personnes, en tout cas les mêmes rôles. La même personne peut être à la fois auteur et interprète, mais a des droits différents en fonction du rôle qu'il a. Donc, les interprètes ont aussi des droits. Ils participent aussi au succès de la diffusion d'une œuvre au moyen d'un enregistrement, d'une performance. En fait, leur performance enregistrée génère des droits qui sont collectés en gestion collective par Playwright en Belgique. Il n'y a qu'une seule société en Belgique, il y en a deux en France, bon, il y en a deux en Hollande aussi. Ah oui. Nous, on a quand même réussi à faire qu'une seule société, c'est plus simple. L'union fait la force. Voilà. Et donc, nous collectons tous ces droits et répartissons à nos 22 000 membres. 22 000 membres en Belgique. Et aux sociétés sœurs, évidemment, à l'étranger, avec qui nous avons des accords bilatéraux. Donc c'est toujours ce principe de réciprocité avec les sociétés sœurs. Voilà, ça fonctionne un peu de la même manière que les droits d'auteur avec la SABAM, mais ça ne concerne pas les mêmes personnes et les mêmes rôles. 22 000 membres, c'est moins que la SABAM? Oui, la SABAM doit en avoir 40 000, juste comme ça. Alors évidemment, on a beaucoup de membres communs, parce que beaucoup de gens sont en même temps interprètes et auteurs, mais il y a aussi des acteurs. On ne s'occupe pas que des droits voisins des musiciens, mais aussi des acteurs, des danseurs. Des danseurs. Ok. Alors toi, Christian, qu'est-ce qui t'a amené à devenir président de Playwright? Parce que moi, je te connais comme ingénieur du son. Avant tout, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2006. 2006, oui. Donc je reprends dans l'épisode précédent avec Claude Martin, on évoquait effectivement le fait qu'on avait, avec mon groupe à l'époque, on avait participé à l'Eurovision. Et donc, c'est dans ce studio-là qu'on a enregistré la chanson de l'Eurovision. Voilà, pour les fans de l'Eurovision. Voilà, faites des captures d'écran. Donc voilà, au début c'était comme ça. Donc je sais que tu es bassiste également, notamment pour Stella. Stella qui n'est pas qu'une bière, c'est également un artiste en Belgique qui est là depuis 50 ans. 50 ans. J'allais dire, on va fêter les 50 ans du premier concert de Stella l'année prochaine. Incroyable. Voilà. Donc voilà, moi je te connais comme ça et maintenant donc de plus en plus tu passes de l'autre côté aussi. Pour un peu découvrir les coulisses, tous les autres métiers qui entourent la carrière d'un artiste, et plus particulièrement Playwright. Oui, c'est un peu normal finalement, parce que Playwright c'est une société coopérative, comme la SABAM, elle est créée par des interprètes pour des interprètes, et donc elle est entièrement gérée par des artistes-interprètes, et donc voilà, je suis dans le conseil d'administration depuis 2011, et je suis devenu président depuis 2019, parce que je suis moi-même musicien, interprète, forcément. De temps en temps un peu acteur aussi, mais surtout musicien. Et compositeur aussi parfois? Oui.
Donc je suis aussi membre SABAM, voilà, je compose, je fais les arrangements. Ouais. Et quel est ton rôle alors au sein de Playwright en tant que président? Ça concerne quoi exactement? Présider le conseil d'administration, présider aussi le comité exécutif qui est en fait le comité qui s'occupe de la gestion journalière de la société. Que moi je représente les membres, je représente le conseil d'administration qui est entièrement composé d'artistes-interprètes, 8 musiciens, 8 acteurs, 1 néerlandophone, 8 francophones. Donc on est vraiment une société fédérale, tout le monde est représenté dans le conseil d'administration. Moi je préside ce conseil d'administration et je fais un peu le lien quelque part entre le conseil, le comité exécutif qui s'occupe de la gestion journalière et les employés de Playwright, le directeur, le CEO, avec qui j'ai des contacts vraiment presque journaliers. Ok, oui, donc en fait ton rôle c'est la représentation des membres et en dessous de toi, entre guillemets, en dessous de cette conseil d'administration, il y a les employés qui eux travaillent concrètement à aller collecter les droits. Oui, on a différents profils dans les employés. On a une petite équipe, c'est un peu plus que 20 personnes qui s'occupent effectivement d'aller collecter les droits. Des account managers qui s'occupent des relations avec les membres, donc qui s'occupent de leurs dossiers, qui s'occupent clairement de gérer toutes leurs déclarations et aussi les informer. Et voilà, on a une juriste, on a des profils plus spécialisés, des gens de la communication. On a aussi comme de la SABAM, on a un fonds d'action culturelle, sociale, culturelle et éducative. Et donc on a aussi des gens qui s'occupent de la communication et des affaires culturelles, donc tous les partenariats qu'on a avec plein de gens. Oui, donc effectivement, parce qu'on a eu un épisode avec Thomas et avec Olivier Materlinck qui donc parlait de SABAM for Culture, qui maintenant s'associe de concert avec Playwright pour certaines bourses et certaines aides pour... Mais oui, depuis, je dirais, depuis le Covid, en fait, on a fait le Folk Belgian Music ensemble. On s'est rendu compte, en fait, que beaucoup de membres de SABAM et Playwright étaient communs et que on avait intérêt à collaborer sur des aides, par exemple pour les festivals, on organise des drinks ensemble, on fait des moments de networking parce que quelque part les gens ne sont pas que interprètes ou que auteurs, ils sont souvent et de plus en plus ils sont tout. Multicasquettes. Ils sont producteurs, ils sont arrangeurs, ils sont interprètes, ils sont producteurs financiers, producteurs de leurs clips. Donc ça a du sens évidemment qu'on soit là ensemble, qu'on puisse répondre et les conseiller sur leurs droits. Bah oui, bien sûr. Ok. Alors pour un artiste interprète qui souhaite bénéficier des droits voisins, comment doit-il s'y prendre concrètement pour s'inscrire à Playwright ou dans une société, genre de nouveau pour les Français, Adami, Spedidam, comment ça fonctionne? Chez nous, c'est relativement simple. Il suffit d'aller sur playwright.be, de faire les démarches qui sont inscrites sur le site, ou même sur les réseaux sociaux, il y a un bouton s'inscrire. On arrive directement sur un formulaire qui permet de s'inscrire gratuitement. Ça, c'est quand même important de le dire, c'est gratuit. C'est gratuit. On s'inscrit et puis évidemment, il faut déclarer ses œuvres. Pour toucher ses droits, nous n'avons pas... Donc il n'y a pas de prérequis pour s'inscrire? Il n'y a pas de prérequis, si ce n'est d'être un artiste-interprète, d'avoir Il faut qu'il y ait quelque chose à déclarer, quoi. Déclarer. Il faut quelque chose à déclarer, donc 2-3 titres suffisent. Il faut être un artiste-interprète, et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est très simple, en fait. C'est très très simple. Et à l'Adami Spedidam, c'est aussi simple que ça? À l'Adami et la Spedidam, c'est différent. Moi, je peux pas vraiment dire comment ils fonctionnent. En tout cas, nous fonctionnons avec eux. C'est-à-dire que nous allons chercher les droits auprès de l'Adami et la Spedidam pour nos membres, et vice-versa. On donne les droits qu'on perçoit pour les membres Adami et Spedidam en Belgique. Est-ce que, comme pour la SABAM, l'artiste signe un contrat avec Playwright pour... En fait, il a un mandat. Il donne un mandat à Playwright pour récolter ses droits, qui ne peut pas de toute façon récolter tout seul, c'est sur la gestion collective obligatoire. Donc les membres ne pourraient pas aller chercher leurs droits, par exemple dans les restaurants, un peu comme la SABAM. Ils peuvent pas le faire eux-mêmes, donc c'est la gestion collective obligatoire par la loi. Et donc il donne un mandat soit uniquement pour la Belgique, soit pour la Belgique et un pays, soit pour le monde, soit pour le monde moins un pays. Donc voilà, un peu toutes les cas de figure sont possibles. Le plus simple, évidemment, c'est de s'inscrire pour le monde. Surtout si on démarre et qu'on est actif en Belgique, on ne sait pas encore à l'avance où ces enregistrements vont être diffusés. Et donc, voilà. Le plus simple, c'est de s'inscrire pour le monde, mais les membres ont le choix de s'inscrire dans chaque pays ou éventuellement pour le monde moins un pays et dans le pays, dans la société de gestion collective correspondante. Lorsqu'on s'inscrit, est-ce qu'on s'inscrit en tant que musicien ou est-ce qu'on peut s'inscrire sous différentes casquettes? Alors on doit choisir un collège. Il y a 2 collèges le collège art dramatique et danse pour les acteurs, les danseurs, artistes de cirque aussi, artistes de musical, art dramatique et danse, ou le collège musique.
Ça n'a pas vraiment d'incidence sur les droits. On peut très bien, en étant musicien, être acteur et toucher les droits en tant qu'acteur. Ça ne change rien. C'est juste pour séparer un peu les... Parce que dans le conseil d'administration, il y a 2 collèges pour qu'il y ait une parité entre acteurs et musiciens. Mais on peut très bien changer aussi. Si à un moment donné, on a plus de droits en tant qu'acteur qu'en tant que musicien, tu commences comme musicien et puis finalement, c'est comme acteur que tu as du succès. Tu peux changer de collège sans problème. C'est pas... Mais bon, ça n'a pas vraiment de relation directe avec les droits, quoi. Et donc, comment on fait pour déclarer une œuvre? Tout se fait sur le site. Tout se fait sur le site en digital. On a un espace. Chaque membre a un espace à lui, avec un mot de passe sécurisé et tout. Donc, il a accès directement au programme informatique global de Playwright, dans lequel il dépose ses déclarations. Et c'est un formulaire. Je le dis souvent, mais mon café coule que il est pas encore fini de couler, que j'ai déjà fait ma déclaration. Franchement, c'est en 30 secondes, on peut faire la déclaration d'un titre. Moi, le truc que je craignais à un moment donné, c'était qu'il fallait justifier qu'on apparaît effectivement sur tel et tel enregistrement et que on n'a pas la possibilité de le prouver. Comment on peut faire à ce moment-là? On ne demande plus de justifier automatiquement chaque enregistrement. Après, on peut demander aux membres s'il y a un litige, par exemple, s'il y a 2 membres qui disent non, en fait, c'est moi qui joue sur ce titre. Non, c'est moi. Bon, alors il y a un litige et là, on peut demander des preuves. Mais tant qu'il n'y a pas de litige, on se base sur la bonne foi des membres et on ne doit pas fournir de preuves parce que c'est pas si évident que ça d'avoir des preuves. Oui, c'est ça, parce que parfois sur les plateformes, c'est référencé, les interprètes, pas sur toutes, sur Spotify, c'est pas toujours référencé d'ailleurs. C'est plutôt sur Apple ou alors sur des trucs un peu plus pointus comme Cobuzz. Oui, et encore, il ne mentionne pas tous les interprètes, il mentionne l'interprète principal, mais s'il y a un orchestre symphonique qui joue sur le titre... Oui, effectivement. Et en fait, personne ne connaît ces informations, à part les membres, à part les gens qui ont joué. Donc en fait, c'est le meilleur moyen, meilleur contrôle sur les déclarations, c'est les membres. Finalement, les membres voient les déclarations voient le casting qui se forme du titre et peuvent éventuellement dire là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Bon, ça peut être une erreur, ça peut être, voilà. Bon, alors imaginons, je cherche la petite bête. C'est parce que tu parles d'orchestre. Et maintenant que dans l'orchestre, il y a le 6e violoniste qui se dit, je vais me déclarer à Playwright. Et il y a personne d'autre de l'orchestre qui a pensé à le faire. Comment ça va se passer? Déjà, ça c'est vraiment dommage. Oui. C'est sûr. Ça, c'est le cas de figure vraiment dommage, mais on essaye d'informer évidemment tout le monde. Il est peu probable qu'il y ait une seule personne dans l'orchestre qui s'inscrive, pas les autres. Par contre, ça arrive souvent que des gens ne s'inscrivent pas. On peut pas le faire à leur place. Oui, c'est ça. À un moment donné, donc il y a une première répartition des droits l'année suivante de la diffusion des œuvres, la diffusion des enregistrements, où on libère une petite partie du montant qui est attribué à l'œuvre. Et puis là, les gens ont le temps de se déclarer, ont le temps de se parler. Tiens, moi j'ai touché ça, toi pas. Non, je dois me Donc il y a une rétroactivité qui est possible. Et voilà. Et au bout de 3 ans, on libère à ce moment-là le reste. Le pot qui a été la valeur totale de l'œuvre. On libère entre toutes les déclarations qu'on a. Mais c'est pour une année donnée. Après, on peut toujours se déclarer plus tard, mais on ne pourra plus toucher les droits avant 3 ans. Avant 3 ans. 3 ans en arrière. Parce qu'en fait, ces informations n'existent nulle part. On essaye quand même de travailler avec des sociétés de plus en plus qui ont des bribes d'informations sur les enregistrements, mais c'est pas évident. Il n'y a aucune base de données officielle qui dit que sur tel morceau, telle personne a joué. Là, un interprète peut venir en studio, faire une partie, ne rien signer, mais il sait qu'il l'a fait, il le déclare, et voilà. C'est le plus gros travail de Playwright, c'est de trouver l'information. En fait. Donc on a vraiment besoin de l'information des membres. On pousse les membres à s'inscrire, à déclarer. C'est le seul moyen d'avoir vraiment une vision réelle, totale, réelle de qui a joué sur quoi. Qui a joué sur quoi. Et donc quels sont les types de performances qui sont concernés? Donc c'est prestations en studio. Et en fait, toute performance enregistrée. Donc ça, il faut bien comprendre quand même que il n'y a pas de droit voisin sur le live. Par exemple, quand on interprète un titre en live ou en concert, il n'y a pas de droit voisin. Sauf si le live est enregistré. Sauf si le live est enregistré et passe diffusé. Éventuellement à la télé. À ce moment-là, il y a les droits voisins sur cet enregistrement qui devient un enregistrement audiovisuel à ce moment-là, avec de la musique. J'avais entendu une histoire, alors je sais pas si c'est vrai, si tu peux le vérifier. Il y avait un concert qui avait été filmé au Jazz à Liège il y a déjà un certain temps. Et personne ne s'était intéressé de déclarer le truc ou quoi que ce soit, sauf un. Et il a tout ramassé.
C'est possible, ça? C'est possible, c'est dommage, mais c'est possible. C'est dommage, mais c'est possible, oui. Ouais. À partir du moment où les gens ne déclarent pas ou ne s'inscrivent pas chez Playwright, ben voilà, on ne peut donner, libérer les droits que aux gens qui se sont inscrits. Ouais. Donc c'est la responsabilité à chaque. C'est la responsabilité des membres de déclarer. Okay. Alors on fait aussi quand même un travail en amont. On va sur le net, on fait du web crawling, ce qu'on appelle le web crawling. On essaie d'avoir des informations d'un peu partout et on informe les gens. De temps en temps, les account managers appellent les membres pour dire tiens, là j'ai vu que tu jouais sur tel titre, il n'est pas déclaré. Est-ce qu'il y a pourquoi? Bon, il se peut que le membre ne le fasse de toute façon pas, mais en tout cas, on essaye quand même de donner l'information aux membres quand on l'a. Mais c'est pas toujours facile. Et dans le type de performance, parce que par exemple, si je fais une cover et que je la mets sur YouTube, c'est repris? Alors, oui. C'est-à-dire que peu importe qui est l'auteur d'un titre que tu joues, en fait. Ça n'a pas d'importance. Tu es interprète d'un titre, que ce soit toi qui l'ai composé ou Taylor Swift, c'est la même chose et ce sera les mêmes droits. Donc on peut collecter chez YouTube par rapport à ça? Alors on ne collecte pas encore sur YouTube. Ça c'est encore un autre grand débat, c'est que jusque 2019, il n'y avait pas de droit voisin pour la diffusion sur le digital. Donc sur les plateformes de streaming et les plateformes de partage de contenu comme YouTube ou TikTok, il n'y avait pas de droit. Mais il y a une directive européenne en 2019 qui a été votée, qui dit que, oui, les plateformes de partage de contenu doivent demander l'autorisation à tous les ayants droit, y compris donc les interprètes. Donc les interprètes doivent négocier avec les plateformes de partage de contenu. Et il y a un autre article qui dit que tous les interprètes et les auteurs doivent avoir une rémunération appropriée et proportionnelle sur le digital, sur toutes les plateformes. Donc, le mélange de ces deux articles-là fait que, en fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres solutions pour arriver aux objectifs de la directive que d'avoir un droit à rémunération, un nouveau droit à rémunération. Et c'est ce que le législateur a fait en 2022. Donc, on a une nouvelle loi qui nous donne 2 droits à rémunération. Un droit à rémunération sur les plateformes de partage de contenu comme YouTube et TikTok, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux. Et un autre droit sur le streaming, donc Spotify Apple, Deezer. Donc, la loi existe. Le problème, c'est qu'elle a été attaquée devant la Cour constitutionnelle par les plateformes, les majors du disque, enfin bon, voilà, un consortium de gens qui ne voient pas ça d'un bon œil, et qui ont remis en cause la pertinence de la loi. L'arrêt sera rendu le 26 septembre, donc là, on est vraiment tout proche de la décision. On espère évidemment que la Cour va valider la loi, auquel cas on pourra aller négocier avec toutes les plateformes à partir du 27 septembre. On espère. Alors comment Playwright récupère et redistribue les droits voisins, du coup? En fait, quand on dit droit voisin, il n'y a pas qu'un droit voisin, il y en a plusieurs. Il y en a toute une série. Pour les musiciens, puisque c'est surtout à eux qu'on s'adresse dans ton podcast, pour les musiciens, le plus gros droit voisin, c'est la rémunération équitable. Donc, c'est-à-dire que c'est le droit qu'on va percevoir dans les lieux publics pour la diffusion de musique enregistrée. Comme la SABAM. Comme la SABAM, d'ailleurs, on le fait ensemble, parce qu'on a créé un guichet unique de perception qui s'appelle Unisono, qui a été créé donc par 3 sociétés, la SABAM pour les droits d'auteur, la SIM pour les droits voisins des producteurs et Playwright pour les droits voisins des interprètes. Donc à 3, on a créé ce guichet qui est en fait l'opérationnel de ce guichet est fait par la SABAM. Voilà, la SABAM va percevoir donc des droits d'auteur et des droits voisins dans tous les lieux publics, les magasins, les hôtels, les salles de concert, bien que là, il n'y a pas de droits voisins ni pour les producteurs, ni pour les interprètes, pour la musique qui est jouée en live. Par contre, il y a toujours de la musique enregistrée qui passe avant ou après le concert. Donc, il y a quand même une perception de droits voisins dans les salles de concert. Ça, c'est la plus grosse source de droits pour les musiciens. Les radios, par exemple, payent aussi des droits voisins, de la rémunération équitable. Radio, télé, les diffuseurs. Pas la télé, la radio. Pourquoi pas la télé? Parce qu'il n'y a pas de rémunération équitable pour l'audiovisuel. Ce n'est que pour les phonogrammes, ce qu'on appelle les phonogrammes. En tout cas, c'est toujours comme ça qu'il dit dans la loi, les phonogrammes. Donc la musique, les enregistrements musicaux, mais pas audiovisuels. Il n'y a pas de rémunération équitable pour l'audiovisuel. Donc ça, c'est plus spécifique alors, du coup. Parce que si par exemple, j'ai interprété un truc au piano qui a été repris dans une série, comment ça se passe alors? Tu as des droits voisins, mais tu n'as pas de rémunération équitable. Tu as des droits voisins qui sont autres, c'est la copie privée. Ça, c'est le deuxième plus gros droit pour les musiciens, comme pour les acteurs, c'est le plus gros. En fait, la loi belge autorise les consommateurs de musique et d'audiovisuel de copier copier de la musique, copier le programme audiovisuel, mais uniquement dans le cadre de leur cercle familial. Privé. Et
la loi prévoit aussi en compensation, donc une compensation pour copie privée, qui est prélevée par Ovibel, qui est une société Paul, et qui est répartie à tous les ayants droit, aux auteurs, aux interprètes, aux producteurs. Et donc la copie privée, ça c'est une grosse source de droit, qui a une part musique, copie privée musicale, audio, et une copie privée audiovisuelle. Ok, c'est complexe, hein. Voilà. Et pour la télé, oui, c'est complexe. Pour la télé, il y a aussi un autre droit qui est le droit de câble. Ça qui est relativement nouveau puisque c'est apparu dans la loi en 2014 en gestion collective pour les interprètes, c'est-à-dire que le droit de câble existait déjà avant mais n'était pas en gestion collective. Donc voilà, depuis 3 ans maintenant, on perçoit chez tous les câbles distributeurs Proximus, Orange, voilà, pour la diffusion de programmes audiovisuels par le câble. Ok. Ça, j'en parlais d'ailleurs avec Olivier dans un autre podcast, qu'il y a un phénomène maintenant, c'est que les gens ont de moins en moins la télé par le câble, parce qu'ils passent par Internet, et que du coup, là, il faudra créer des nouvelles rémunérations par rapport à ça, et donc c'est un perpétuel oui, mais c'est un peu le problème, entre guillemets. C'est un peu le problème, c'est qu'on est toujours derrière. Déjà, la législation, les lois sont toujours derrière l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, c'est parce qu'il y a des nouvelles technologies qu'il faut légiférer. Là, l'intelligence artificielle arrive. Mais oui, justement. Il n'y a pas encore beaucoup de règles. Ça commence. Et bon, voilà, le législateur est quand même bien au courant qu'il faut réguler. Donc, il faudra faire des lois. Il y a déjà au niveau européen l'AI Act qui a été fait, mais qu'il faut transposer. Mais ça, c'est un début. Mais en Belgique, on pourra aller plus loin. Donc, le législateur va pouvoir réguler. Et puis après, nous, on est toujours derrière parce qu'on est tributaire de ce que le législateur va décider. Et justement, en parlant de l'IA, parce que je sais que dernièrement, il y a eu un événement Playwright pour fêter les 50 ans de Playwright. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Et j'ai entendu dire, parce que je suis souvent en contact avec des artistes, que tu avais parlé justement de l'IA. Parce que aujourd'hui, t'as une IA qui peut chanter à ta place. Sur Logic, il y a des batteurs, des basses et des claviers préenregistrés qui jouent à ta place. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un enjeu vraiment vital pour beaucoup d'interprètes. En même temps, c'est une technologie formidable. Ça, on ne peut pas... On peut pas maintenant revenir en arrière et dire non, l'IA on va arrêter, on va pas l'utiliser, c'est pas possible. Donc, il faut accompagner l'évolution, mais il faut surtout réguler. C'est ça. Parce que sans régulation, évidemment, on va faire n'importe quoi, ce qui est déjà le cas maintenant, on fait n'importe quoi. Des reprises sortent avec des voix de gens connus, un moment. Donc il faut vraiment réguler. C'est pas normal qu'on puisse utiliser le répertoire d'un artiste pour faire de nouvelles performances sans le payer. Sans le consentement et sans le payer. Et sans le payer en plus. Voilà. Donc ça c'est vraiment un gros enjeu. Ça va très vite. Ça c'est le problème. Ça va très vite, ça s'améliore de manière exponentielle. Ça va très très vite. Donc là, nous, on est vraiment... en fait, ça fait aussi partie de notre travail, c'est d'informer les partis politiques, d'informer le gouvernement de tous ces enjeux, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du terrain, au niveau des interprètes, qu'est-ce qui est prioritaire pour eux. Là, il y a déjà des tas de gens qui perdent leur travail, les doubleurs perdent leur travail maintenant parce que on peut doubler avec la voix de l'acteur original dans toutes les langues très facilement. Ouais, ça c'est dingue. Et voilà, c'est un très gros problème. Il faut trouver une solution pour pouvoir payer tous ces gens. Parce que moi, ce que j'avais cru comprendre, je ne sais plus où j'avais lu cette information, comme l'IA apprend sur base de choses existantes, est-ce qu'à un moment donné, on pourra envisager qu'elle puisse rendre transparent les sources dont elle s'est inspirée, de manière à ce que ces sources puissent potentiellement recevoir un certain pourcentage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une de nos demandes, c'est la transparence. La transparence. l'AI Act, d'ailleurs, le dit, demande de la transparence aussi. C'est tout à fait possible pour un algorithme d'intelligence artificielle de dire quelles sont les sources qui ont été utilisées. Il y en a souvent beaucoup. Mais c'est possible. C'est possible. Et ça, c'est la responsabilité des gens qui font les algorithmes. Mais il faut pour ça qu'il y ait une loi qui les oblige à donner les informations. Et en fonction des informations, qu'est-ce qui a été utilisé pour créer une nouvelle performance, on pourrait ajouter un droit à rémunération. Nous, c'est ce qu'on demande. On le fait pour la rémunération équitable. Donc, c'est-à-dire quand toi, tu ne sais pas quand un de tes morceaux est joué dans un restaurant. Effectivement, c'est normal que tu sois payé quand même parce qu'il a été diffusé. C'est la même chose avec l'IA. En fait, tu n'es pas au courant, mais peut-être
un des pianos a inspiré une performance nouvelle dans un morceau que tu ne connais pas. Mais avec la transparence et avec une loi qui imposerait un nouveau droit à rémunération pour l'utilisation à des fins d'IA, on pourrait mieux payer tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va se faire. Là. On va avoir des abonnements aux IA. Ben oui, il y en a déjà. Donc voilà, il y a énormément d'argent qui circule déjà. Ça va exploser. Ben, il n'y a pas de raison que les interprètes, comme les auteurs, comme tous les ayants droit, n'aient pas leur part du gâteau. En fait, c'est tout le but. C'est le même truc. C'est tout le but de Playwright, de la gestion collective des droits voisins, de donner une part du gâteau aux gens qui finalement créent les. J'ai même envie de dire qu'on pourrait même aller plus loin. C'est que les artistes qui le souhaitent pourraient volontairement participer à l'entraînement de l'IA de manière à être sûr d'en recevoir une rémunération. En fait, ce serait même un cercle vertueux qui pourrait être positif pour tout le monde. Absolument. Donc bon, ça c'est des pistes. Donc voilà, toi qui es en train de faire une IA là-dessus, voilà, tu retiens ce que je viens de dire. Je ne sais pas si des gens sont en train de faire des IA en nous regardant, je ne sais pas, mais bon, si vous le faites, pensez à tous les créateurs, que ce soit des interprètes, des auteurs, tous les créateurs qui ont participé à ces enregistrements, qui vous permettent évidemment de faire des trucs formidables. Mais c'est ça. Tu as déjà entendu parler de la dépression IA? Donc en fait, ça touche plutôt les jeunes. Ils se disent à quoi bon devenir meilleur dans telle ou telle discipline, l'IA le fait tellement mieux. T'as déjà entendu ça? Ça c'est fou parce que moi ça me touche pas parce que je suis peut-être déjà plus vieux et donc je suis entre guillemets confiant de ce que je fais et machin. Mais ça fait un peu peur quand même que des jeunes se disent de toute façon ça sert à rien, l'IA va le faire. Bah ça fait peur, mais ça fait partie d'un ensemble de choses qui fait que on remarque les musiciens depuis le Covid en fait, les musiciens ne sont pas en grande forme psychologique. Il y a des tas de problèmes psychologiques dû au fait ils se sentent peut-être inutiles depuis le Covid. On leur a dit suffisamment que ce n'était pas nécessaire ni indispensable. Donc depuis cette période-là, je pense qu'ils ont un peu du mal à suivre. Aussi la reprise du Covid a fait qu'il y a tout d'un coup plein de choses à faire, plein de choses à rattraper, mais qu'on ne pourra jamais rattraper finalement. Et donc voilà, ça crée beaucoup de problèmes psychologiques, particulièrement chez les jeunes. Et moi je comprends tout à fait cette dépression IA. C'est vrai que on passe parfois une semaine à faire un titre, à le peaufiner et tout. Et on pourrait peut-être faire, certainement pas aussi bien, pas la même chose, mais on pourrait faire quelque chose d'équivalent avec l'IA. C'est assez. C'est bluffant. C'est assez. Tu vois l'application Suno. Oui. C'est affolant. C'est affolant qu'en 3 clics, tu lui dis tiens fais-moi une chanson de Noël nostalgique, tatati tatata, bim, et t'as la chanson. Oui, en même temps l'IA ne remplacera jamais la personnalité des artistes. Ça je suis d'accord. On est tous d'accord là-dessus. L'IA ne va pas nous remplacer sur scène, ne va pas nous remplacer dans des projets où la personnalité de l'artiste est vraiment importante. Mais par contre, elle va nous remplacer pour plein de jobs qu'on a maintenant, qui nous font vivre, la musique de pub, la musique de film, la musique dans les sur YouTube, il y a plein de films d'entreprise où il y a de la musique, où il y a des acteurs qui jouent. Et c'est souvent très rémunérateur. C'est souvent très rémunérateur, ça leur permet de faire leur projet. C'est vrai. Qui est peut-être moins rémunérateur sur scène, sur disque, mais c'est plus difficile de rentabiliser. Mais grâce à tous ces jobs, on peut en vivre. On met du beurre dans les épinards. Voilà, si l'IA nous remplace pour tous ces jobs, on pourra toujours être sur scène, mais on ne pourra plus vivre de la musique. Ouais, c'est vrai. Ok. Quelles sont les erreurs à éviter quand on veut maximiser ses revenus en tant qu'interprète? On l'a déjà dit, c'était le fait de ne pas déclarer ses prestations, évidemment. Mais est-ce que tu aurais d'autres conseils comme ça à partager aux musiciens, à part ça? Ça, c'est une grande question, ça. Que faire pour maximiser ses revenus? On l'a dit, donc être à jour, en fait, dans la déclaration de ses œuvres, je dirais. Oui, déjà se tenir au courant de tout ce à quoi ils ont droit. Oui, c'est ça. Que ce soit en matière de subsides, que ce soit en matière de droits. Et évidemment, il faut suivre. Il faut suivre, faut faire un peu d'administration. Je sais bien que les musiciens, c'est un peu réfractaire, très frileux par rapport à l'administration, mais on essaie que ce soit le plus simple possible, mais il faut quand même un peu suivre. Quand on enregistre en studio un titre, il faut pas oublier de le déclarer. Il faut pas oublier de déclarer aussi quand ce même titre est dans une émission télé, qu'on le voit, qu'on le sait, il faut déclarer, il faut donner l'information. Il faut avoir ce réflexe en fait. Oui, et puis il faut pas oublier toutes les casquettes qu'on a sur la tête. C'est vraiment un truc que je vois chez les jeunes, ils ne savent plus très bien est-ce qu'ils sont auteurs, interprètes, pourquoi ils sont auteurs, interprètes, pourquoi ils ont des droits. Quand ils sont producteurs, ils comprennent pas vraiment bien encore ce que c'est parce qu'ils sont tout à la fois. Et ils ont du mal à séparer les choses. Donc faut bien réfléchir au rôle qu'on a et pas oublier, si on est
producteur de ces enregistrements, il faut s'inscrire à la CIMI. À la CIMI, ouais. Parce que quand, plus ou moins, quand 1 euro est perçu en droit voisin des interprètes, plus ou moins 1 euro est perçu pour le producteur. Et donc, quand on est producteur et interprète, bah, si on ne déclare pas ses œuvres à la CIMI, on perd, voilà, on perd de l'argent. La même chose au niveau de la SABAM et les droits d'auteur. Il faut suivre, mais on essaye de diffuser l'information, de faire des sessions d'infos, j'en fais tout le temps, justement pour que sensibiliser, sensibiliser. Ce que tu fais là avec le podcast, exactement. Ça sensibilise tout le monde. Voilà, il faut l'information. Aujourd'hui, elle est là, elle est facile d'accès, donc il faut pas hésiter à passer un peu de temps. Il faut passer à l'acte et le faire, quoi. Surtout si on veut être professionnel et le rester. Moi, ça fait longtemps que je suis professionnel quelque part de la musique, mais j'ai eu plein de casquettes. Et il faut continuellement se mettre à jour. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un exemple concret, une success story de Playwright, un artiste qui s'est démarqué je sais pas. C'est-à-dire que Playwright représente tous les artistes-interprètes. Tous ceux qui sont diffusés en Belgique, on perçoit pour tout le monde. Donc on perçoit pour les artistes étrangers. Donc je dirais qu'il n'y a pas un artiste en particulier qui a plus d'importance qu'un autre. Bon, bien sûr, on défend les artistes belges parce qu'on est belge et parce que c'est logique. Mais on représente tout le monde. Donc non, pour nous, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de différence. Qu'on soit Stromae ou qu'on soit quelqu'un qui joue du tambourin dans une symphonie, ben c'est la même chose. C'est un artiste-interprète et il a des droits. Il y a des règles assez précises sur la quantité de droits qu'on a. On partage les droits dans un titre. Ce sont des règles définies. On a quand même beaucoup réfléchi là-dessus. C'est le genre de choses que le conseil d'administration fait. Il se penche sur la manière la plus juste possible de répartir tous ces droits en fonction du rôle qu'on a. C'est pas si évident que ça, mais voilà. Et d'ailleurs, si on imaginait, je dis comme ça hypothétiquement, il y a un titre qui est joué en radio, admettons que ça représente un revenu de 100 euros. Admettons. Est-ce qu'on pourrait vraiment dire, alors sur les 100 euros, il y a autant qui va à la SABAM, autant qui va à Playwright, autant qui va à la CIMIM, et ou c'est très complexe? Non, c'est assez complexe parce que ça dépend. Ça dépend vraiment de l'utilisation. Une chanson d'un artiste c'est pas systématique. Il y a pas un rapport direct entre droit d'auteur et droit voisin. C'est clair qu'en général, il y a plus de droits d'auteur que le droit voisin pour un titre. Oui, il y a plus quand même plus d'argent perçu. Mais ça dépend. Il y a des titres pour lesquels ça va être l'inverse. Parce que l'utilisation est particulière. Parce que, voilà, si un titre n'est jamais joué en live, par exemple, il y aura forcément s'il y a beaucoup de live peu de diffusion en télé, en radio, il y aura beaucoup plus de droits d'auteur que de droits voisins. Ça dépend vraiment. On peut pas vraiment faire de rapport. La seule chose que je peux dire, c'est que la SABAM perçoit 160 millions par an de droits d'auteur, plus ou moins. Et nous, c'est entre 25 et 30 millions. Right. La même chose. Donc voilà, on a le rapport de perception totale, mais ça change d'un titre à l'autre. Ça change évidemment en fonction du nombre d'interprètes et du nombre d'auteurs. Parce qu'on peut être 6, 7 auteurs. On peut être parfois 60 interprètes, parfois qu'un. C'est ça. Ça change vraiment d'un titre à l'autre. Mais pour revenir à ta question de success story, pour moi, ce dont on est quand même assez fier, c'est la loi de 2022. Bon, alors, on est en octobre, on sait si elle a été validée ou pas par la Cour constitutionnelle. Comme c'est enregistré avant, je ne le sais pas encore. Mais non, on est vraiment fier de ça parce qu'on est un des pays européens où on a été le plus loin dans la transposition de la directive. Les autres pays européens n'ont pas transposé de la même manière. Et nous, on a 2 droits à rémunération. C'est pas le cas en France. Il n'y a pas de droit à rémunération sur le streaming. Ils n'ont pas suivi cette voie-là. Ils vont peut-être s'en inspirer si jamais ça passe. Non, ils ont conclu un accord entre une quarantaine de fédérations, fédération des producteurs, fédération des interprètes, fédération des syndicats, des tas de gens qui ont signé une convention où ils s'engageaient à payer les interprètes d'une certaine manière, mais c'est très très compliqué. Et voilà, pour le moment, on n'en voit pas l'effet. Alors, les droits à rémunération, on n'en voit pas l'effet parce qu'il y a un recours devant la Cour constitutionnelle, mais à partir du moment où la loi sera validée, on pourra aller chercher quand même des droits auprès de toutes les plateformes. Ce qui ne sera pas évident, mais on le fera. Et il pourrait y avoir un recours et ça repousserait encore le truc ou on est sûr d'avoir la réponse là? Là, on est en octobre, on connaît la réponse, donc je ne vais pas parler des possibilités, mais on ne le sait pas encore. On verra le 26 septembre. Bon, génial. Pour résumer, donc les droits voisins, c'est une source de revenus qui est souvent sous-estimée par les artistes
interprète. Donc, si tu es batteur et que tu joues dans 5-6 groupes, eh bien, à chaque fois que tu joues dans un disque, dans un enregistrement, un concert qui aurait été filmé et qui a été diffusé, eh bien, tu as droit à des droits voisins par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important. Et donc, pour maximiser ces revenus-là, il faut être à jour sur la déclaration. D'abord, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, évidemment. C'est gratuit, ça je le redis quand même. Ouais. Alors, on peut acheter une part sociale de Playwright, oui. Mais en fait, au niveau des droits, ça ne change rien. On peut être membre gratuitement. C'est pour participer aux réunions En fait, l'achat de la part sociale te donne la possibilité de venir à l'Assemblée Générale, voter. Pour voter, oui. Voilà, poser des questions, voter sur la gestion de la boîte et éventuellement d'être élu au conseil d'administration ou de voter pour les administrateurs de ton choix. C'est la seule chose. C'est une fois 49,57 € la part sociale. Tu achètes une fois ça, c'est fini. Moi, c'était il y a longtemps. Il y a 30 ans, j'ai fait ça. Mais on peut aussi s'inscrire gratuitement. On ne peut pas venir à l'Assemblée Générale, mais ça, pour les droits, ça change. Oui, ça change rien. Ça change rien. Du tout. Et ce qui est vraiment important de dire aussi, c'est que les droits sont vraiment générés par la diffusion et l'exploitation des enregistrements des performances. Donc, il faut que les performances soient enregistrées. Donc on est vraiment, les droits voisins découlent de l'enregistrement, contrairement aux droits d'auteur qui peuvent découler des lives aussi. L'œuvre est immatérielle, tandis que nous, la prestation, la performance, elle est matérialisée dans un enregistrement. Et peu importe qui est l'auteur de l'œuvre, en fait, qu'on donc même joue. Si on joue des covers et quoi que ce soit. Voilà, on peut même jouer du domaine public. Oui, c'est ça. Si on joue du domaine public, il n'y a pas de droit d'auteur, mais il y a les droits voisins. Il y a les droits voisins, oui, c'est ça. Donc ça, c'est par exemple pour les musiciens classiques qui interprêtent de la musique ancienne. C'est leur seule source de revenus à part les droits exclusifs, évidemment, à part le cachet qu'ils ont pour jouer le soir. Mais s'ils interprêtent du Beethoven, il n'y a plus de droits d'auteur parce que c'est dans le domaine public. Mais il y a les mêmes droits voisins que s'ils jouaient un compositeur d'aujourd'hui. Donc en fait, peu importe qui a composé, ça n'a pas d'importance pour établir les droits voisins. Ok. Est-ce que tu as encore un mot de la fin pour les musiciens interprètes? Oui, c'est qu'on a donc un département, un fonds d'aide sociale, culturelle et éducative, avec plein de partenariats avec tous les festivals. Les écoles d'art aussi, on donne des prix aux étudiants. Dans chaque école d'art, on donne 500 € chaque année. Et puis, il y a des bourses aussi, des bourses pour nos membres. Donc, c'est aussi le but de s'inscrire, c'est aussi pour pouvoir obtenir des bourses. Et ça n'a rien à voir avec les droits. C'est une petite partie des droits qui va dans le fond, qui alimente le fond. C'est un soutien à nos membres. Et donc, même si on se dit, j'ai pas de raison de m'inscrire chez Playwright parce que j'ai pas d'enregistrement diffusé en radio, pas encore, si, parce que grâce aux bourses, on peut avoir, par exemple, la bourse qu'on fait avec Sabam for Culture en partenariat. Donc, on peut réaliser un clip vidéo, avoir jusqu'à 1500 € pour la réalisation d'un clip vidéo. Oui, tout à fait. Donc, c'est important. Oui, tout à fait. Et bien voilà. Donc, sachez que Playwright peut être vraiment un partenaire privilégié pour développer votre projet et puis développer votre carrière et avoir des rémunérations, parallèles à vos activités. Donc, surtout, n'hésitez pas, inscrivez-vous et allez-y et parlez-en autour de vous avec les autres musiciens-interprètes qui ne seraient pas encore au courant de tout ça, parce que c'est vraiment important. Bien sûr, et toutes les infos, il y a beaucoup d'infos sur le site. Donc playwright.be. Playwright.be, je le mets en description de toute façon de la vidéo. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur les droits voisins. Maintenant, c'est à vous de jouer.